Garçon Gigi, deuxième saison dédiée à la construction d'une valeur sexuelle. Et le sujet qui nous réunit ce jour est une question d'un abonné de laquelle je profite rapidement et opportunistiquement, pour parler comme un gars, mais de façon opportune, pour faire un cheat code. La question est comment expédier ces ventes à l'export, c'est-à-dire comment faire parvenir une vente quand nous sommes un vendeur ou bien quand nous sommes un exportateur. Comment faire en sorte que les achats d'un client basé à l'étranger puissent lui parvenir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme je vous ai dit, ne jamais plus follower, parce que notre très chère chaîne Garçon Gigi est sur le point d'entrer dans les vidéos privées qui font partie d'Amazon et de YouTube Premium. Et YouTube Premium est consultable sur les chaînes télévision, sur les Smart TV 4K qu'on appelle 4K dans le monde francophone. Et en vous abonnant à la chaîne, vous avez accès, en étant abonné de la chaîne Couleur, vous avez accès à un sésame d'enfer. Vous pouvez regarder tous les shorts, les vidéos courtes qui reprennent de façon incisive ou bien qui répondent de façon incisive au sujet que nous traitons en long. C'est-à-dire pour pouvoir rendre ces sujets-là efficaces, je fais des captures, des affirmations essentielles pour pouvoir se lancer dans une activité ou bien pour pouvoir mener une activité. Et donc, abonnez-vous à la chaîne et ayez accès aux vidéos, aux contenus privés en premier. Si vous êtes un abonné à la chaîne, par exemple, vous avez accès aux shorts où je réponds de façon concise et précise, ou bien où je résume de façon concise et précise toute une vidéo de 25 minutes ou de 30 minutes en 15 secondes maximum, 1 minute. Donc vous avez ça, vous avez l'info à portée de doigt. Mais avant, la dernière fois, je vous avais promis de lire le nouveau paradigme, c'est-à-dire la nouvelle normalité en termes entrepreneurial, c'est-à-dire où il faut s'orienter désormais quand on fait des affaires dans ce monde contemporain. C'est un bouquin publié c'est un document, un livre blanc publié par la CNUSET, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, qui indique aux uns et aux autres où est-ce qu'il faut aller chercher sa nouvelle pitance, c'est-à-dire où est-ce qu'il faut aller chercher sa fortune. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, peut-être va décourager plus d'un, mais c'est à cette réalité-là que vous devez vous habituer désormais. Donc, attendez, j'arrive. Alors, je vais vous dire, en vous lisant les paradigmes, je vais vous dire ce qui se faisait avant et ce qui est en cours actuellement, ce qui se passe dans le monde actuellement. Donc, le premier paradigme dans les années 1980 jusqu'à 2000, parce que c'est en 1980 qu'on a commencé à parler de mondialisation avec l'arrivée de Ronald Reagan, je pense, c'est là que le dollar a connu sa première dévaluation, le dollar américain. Et c'est là également que certaines technologies qui étaient gardées privées par les pays développés de l'époque ont commencé à tomber dans le domaine public, avec l'accentuation de cela à partir de l'an 2000, mais surtout à partir de l'arrivée au pouvoir de Bill Clinton.
Donc en 1980, on disait comme ça aux gens que les économies de l'OCDE, c'est-à-dire de l'organisation de l'organisation je pense, pour le commerce et le développement en Europe, que les économies de l'OCDE, donc que les économies développées, sont le moteur de la croissance. Alors, on disait qu'ici que les économies développées sont le moteur de la croissance, c'est-à-dire quiconque cherchait l'argent entre 1980 à 2000 devait s'orienter vers le pays développé. Mais depuis 2001 et cela jusqu'en 2030, mais je pense que ça va pas s'arrêter en 2030, on dit désormais que les marchés émergents sont le moteur de l'augmentation des rendements. C'est-à-dire les pays en voie de développement et les pays sous-développés, comme les pays les moins avancés, sont les pays désormais vers lesquels les investisseurs doivent s'intéresser s'ils veulent gagner de revenus confortables. En 1981, on vous aurait dit qu'une solide croissance mondiale est alimentée par la mondialisation financière. La mondialisation financière, l'explosion ou l'expansion de la circulation des capitaux entre pays. Donc en 1980, on vous aurait dit que il est intéressant, c'est-à-dire que la mondialisation ou bien la circulation de grosses masses monétaires est nécessaire entre les pays. Depuis 2001 et cela jusqu'à 2030, mais je pense que ça va dépasser cela parce que de plus en plus il y a des changements. On vous dit comme ça que la croissance économique mondiale connaît un ralentissement en partie en raison de l'affaiblissement des systèmes financiers, d'une déréglementation financière excessive et d'une augmentation plus limitée de la circulation des capitaux entre les pays. Donc, depuis 2001, et le phénomène va courir jusqu'en 2030, mais je pense qu'on va dépasser cela. On vous apprend que s'il y a des problèmes en termes de circulation d'argent, en termes d'enrichissement sur cette terre, les Ivoiriens connaissent ça un peu, c'est parce que le système bancaire mondial a été dérégulé et déréglementé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. C'est la chienlit, vous parlez comme un cousin, c'est la Chine. C'est-à-dire tout le monde peut aller dans le sens qu'il faut. Et donc, il y a un ralentissement et une augmentation plus limitée de la circulation des capitaux. Donc, ça veut dire que les pays n'échangent plus beaucoup entre eux. Donc, si les pays n'échangent plus beaucoup entre eux, où est concentré l'argent? On vous aurait dit en 1980 que, par exemple, que la circulation des capitaux se fait du nord vers le sud. C'est-à-dire que les gens riches, les investisseurs, en 1980 jusqu'en 2000, étaient dans les pays développés ou bien dans les pays de l'hémisphère nord. Depuis 2001, on observe et on constate, et ça se poursuit jusqu'en 2030, on constate que la circulation des capitaux se fait du sud vers le sud. J'ai déjà développé une vidéo aussi sur pourquoi le commerce interafricain n'est pas développé. Donc, mais l'argent circule du sud vers le sud, c'est-à-dire des investisseurs chinois qui sont dans le sud quittent la Chine pour ouvrir des usines, par exemple à Djibouti, ou de nouvelles usines, à contrario, de trucs. Et également du sud vers le nord. Ça veut dire que des investisseurs originaires de pays supposément développés, sous-développés, s'en vont racheter des entreprises tout entières ou bien s'en vont placer leurs capitaux. On l'observe avec le phénomène des routes de la soie en Chine, avec la Chine qui investit dans tout le sud
dans tout le sud de l'Europe, c'est-à-dire Italie, de Grèce, Espagne, même en France, Allemagne, où les investisseurs chinois cherchent des entreprises en difficulté, des fleurons des industries de ces pays-là pour aller investir. Également, on vous dit que en 2000, en 1986, si vous étiez en 1980 jusqu'à 2002, on vous aurait dit que la prédominance des circulations de capitaux est privée. C'est-à-dire, on vous avait parlé de la prédominance des circulations des capitaux privés. C'est-à-dire, à l'époque, la priorité était que c'était les sociétés privées, des individus privés, des investisseurs privés qui avaient leur argent, qui travaillaient beaucoup dans le monde. Depuis 2001, on vous dit que les fonds souverains augmentent la part des investissements internationaux. C'est-à-dire, depuis 2001, les fonds souverains, je vous ai parlé, j'ai brossé un peu ici les thèmes des fonds souverains, c'est-à-dire des États qui ont décidé de prélever des pourcentages sur les recettes budgétaires de leurs matières premières, telles que le Qatar, l'Arabie Saoudite. Les gens en pleurent beaucoup en Europe, en Afrique, également où c'est encore, où c'est toute une friche. Les gars s'intéressent à nous. Donc des fonds souverains, c'est-à-dire des États avec le pactole de leur épargne sur les recettes budgétaires qu'ils ont eues en vendant du pétrole et autres, sont ceux-là maintenant qui détiennent le marché de l'investissement dans le monde. On vous aurait dit en 1980 que la croissance repose sur les exportations, surtout en provenance des pays d'Asie, avec les dragons d'Asie qui sont arrivés à partir de 1900, des années 80. Mais maintenant, on vous dit que la demande des économies asiatiques se rééquilibre. Ça veut dire que les économies qui avant étaient spécialisées en exportation, aujourd'hui font également de l'exportation, mais également de l'importation. Et un troisième volet qu'on ne cite pas, qui est de l'investissement. On vous aurait dit en 1980 que le capitalisme est un capitalisme de marché, que c'est le capitalisme de marché. Depuis 2001 jusqu'à 2030 là-bas, on constate que le capitalisme est d'État. C'est-à-dire des pays comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, quand vous entendez les Yukos, les Sinopec, les Costco, les China Shipping, c'est-à-dire des sociétés d'État, des sociétés parapubliques, ou bien des sociétés d'État, ou bien des sociétés à capital mixte de ces pays-là, investissent de plus en plus vers les pays développés comme vers les pays sous-développés, qu'on appelle les marchés émergents. En 1980, on vous aurait dit que on vous aurait parlé de déréglementation, libéralisation et privatisation. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone, savent un peu. On dit l'État n'a qu'à enlever ses mains dans l'économie locale pour laisser les entreprises se battre et se débattre entre elles. Depuis 2001, on parle de modernisation de la politique industrielle. C'est-à-dire depuis 2001, on demande aux pays tant développés qu'aux pays sous-développés ou aux pays émergents d'avoir des idées créatives pour mettre en place des industries à la pointe de la technologie, à la pointe des technologies de production. Si vous étiez en 1980, on vous aurait dit que les multinationales occidentales sont le moteur des investissements directs étrangers, c'est-à-dire les multinationales des pays développés de l'époque de 1980 étaient celles qui investissaient le plus, qui achetaient des entreprises et qui en créaient. Depuis 2001, on vous dit que les multinationales, y compris les entreprises publiques issues des marchés émergents, sont les moteurs des idées, c'est-à-dire des investissements pour des investissements étrangers. On le découvre avec des sociétés telles que les Gazprom, les Sberbank, les sociétés d'État ou bien les sociétés parapubliques chinoises, ou bien les sociétés d'État ou les sociétés parapubliques au Brésil, au Mexique,
en Inde, pour ne citer que ceux-là, même en Afrique du Sud, sont celles-là, avec les entreprises privées de là-bas, sont celles-là qui font le développement, qui font l'investissement. On vous aurait dit en 1980 que l'accumulation des facteurs stimule la croissance. C'est-à-dire, on vous aurait dit qu'un pays avec beaucoup de devises étrangères, beaucoup d'individus formés, beaucoup de machines est celui-là même qui est considéré comme un pays développé. Depuis 2001, on dit que la productivité totale des facteurs stimule la production. Ça veut dire que la performance, les performances économiques produites par l'argent, les hommes, les machines, cette synergie-là, c'est ça, c'est quand votre pays a un fort taux en cela qu'on peut considérer votre pays comme un pays développé. Et donc, posséder seulement que de l'argent, ou bien posséder qu'un seul facteur de production, ne peut pas faire de vous un pays développé. Et on vous aurait dit en 1980 que les bailleurs de fonds de l'OCDE prédominent. C'est-à-dire les bailleurs de fonds des pays développés sont ceux vers lesquels vous devez tourner vos demandes en investissement ou en financement. Depuis 2001, on vous dit que les aides provenant de l'OCDE stagnent, puis finissent par baisser, tandis que les bailleurs de fonds issus des marchés émergents ont de plus en plus de poids. Ça veut dire que les bailleurs de fonds venus des pays sous-développés sont ceux-là même qui vont à la conquête des marchés de l'investissement mondial. Des marchés de l'investissement mondial. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est en Afrique et qui commence aujourd'hui son agribusiness, ou bien pour quelqu'un qui a les sous en Afrique, il peut racheter, par exemple, des vignes en France. Il fait presser du vin ou bien délocaliser le pressage de ces raisins-là en Afrique pour produire du vin qui sera tant vendu en Afrique que vers les pays développés. Voilà le nouveau paradigme. C'est-à-dire c'est la nouvelle réalité à laquelle ou bien de laquelle il faut tenir compte désormais dans vos investissements. Les marchés des pays émergents sont le moteur de la croissance. C'est-à-dire les marchés des pays en développement n'étant pas saturés sont ceux-là même qui vont booster, qui aident au développement mondial, qui aident au développement actuel. Comment expédier ces ventes à l'export? Il faut savoir que pour faire que vous pouvez expédier vos ventes soit par conteneur tout entier ou bien par demi-conteneur. Si vous avez par demi-conteneur, vous pouvez faire expédier vos marchandises également vers l'Europe en utilisant des camions. Exactement, ça existe, ça se fait, mais c'est que c'est un peu plus long. Le trajet est identique à une expédition par bateau, avec des possibilités d'avarie ou bien de perte en valeur de la marchandise, si c'est mal conservé. Vous pouvez utiliser le train. Donc, voici route, train, bateau et avion. Pour pouvoir faire ça, il va falloir que vous vous attachiez les services d'un transitaire ou bien d'une agence d'expédition ou bien d'une compagnie maritime. Donc, vos marchandises à expédier doivent être mises dans des cartons avec des présentations d'abord sur l'emballage de base et également reprendre vos informations avec le poids net, le poids brut, votre nom dans un beau carton bien présenté, bien chic.
Et donc, vous allez procéder à l'empotage, vous allez procéder au choix d'une compagnie aérienne pour vous expédier ça. Si vous avez les moyens vous-même, vous pouvez en faire la manutention. C'est-à-dire, vous pouvez vous-même procéder avec votre personnel de votre usine ou même de votre plantation, procéder à la mise ou chargement de votre conteneur. Si vous ne le pouvez pas, eh bien, vous pouvez simplement, ça c'est quand vous utilisez un conteneur, vous pouvez simplement avoir recours à une agence d'expédition ou un transitaire qui va se charger de mettre cela aux normes. Cela revient également au fait que si vous ne savez pas présenter, vos ventes à l'export, vous pouvez prendre attache auprès d'un transitaire ou d'une agence d'expédition qui a un bon niveau de connaissance du handling pour vous montrer comment il faut emballer, qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous ne pouvez rien faire de cela, eh bien, vous leur confiez cela. Bien sûr, ça va s'ajouter aux frais de votre expédition, puisque eux-mêmes, ils vont faire le handling, c'est-à-dire ils vont vous proposer des stickers et autres pour coller sur vos emballages, ou pour même des stickers à coller sur vos cartons, tout ça. Vous mettre, en tout cas, comme on dit dans le jargon, vos produits au propre en vue de leur exportation. Et donc, pour pouvoir faire une bonne expédition, il faut s'attacher les services d'une agence d'expédition qui va vous montrer comment il faut faire. Si vous avez suivi certaines de mes vidéos, vous savez donc vous avez besoin d'emballages marqués, c'est-à-dire d'emballages qui reprennent les informations du produit du contenant avec la date à laquelle le produit a été fabriqué, quelles sont les conditions de température auxquelles votre produit répond, quelles sont les dates d'opération et autres. Ensuite, vous mettez le tout dans un carton ou bien vous faites la palette de votre client et vous filmez la palette, c'est-à-dire quand je dis vous filmez, c'est-à-dire vous l'ensachetez, vous l'enrobez d'un film PET, d'un film en plastique protecteur et vous le déposez sur votre palette. Et maintenant, il va falloir chercher un transporteur. Vous pouvez chercher à négocier de façon constante avec un transitaire, puisque le transitaire, lui, un transitaire ou une agence d'expédition, lui, mensuellement ou annuellement, il expédie de gros volumes. Donc, auprès des compagnies aériennes, il dispose de ce qu'on appelle un discount, ou bien il dispose d'un compte client business. Étant donné qu'il a un compte client business, il dit par la convention de son contrat qui le lie au transporteur, il a des réductions dont il peut vous faire bénéficier ou bien peut vous faire vos expéditions à des tarifs étudiés, à des prix d'amis. Voilà. Tout comme vous-même également, vous pouvez solliciter des compagnies aériennes pour que celles-ci vous proposent un compte d'expédition. Mais puisque les compagnies, pour pouvoir solliciter les compagnies et bénéficier d'un compte d'expédition, ça veut dire que vous êtes conscient du pourcentage que représentent vos ventes à l'export. Parce que les gars vont vous exiger un certain volume, une certaine quantité à pouvoir expédier annuellement. C'est au regard de ça qu'ils vont vous proposer un tarif. Si vous n'arrivez pas à remplir cette condition-là, eh bien votre compte sera fermé, votre compte sera clôturé. Ou bien vous pouvez revoir vos tarifications d'expédition réévaluées à la hausse. Voilà pourquoi il faut s'attacher les services d'une agence d'expédition ou d'un transitaire, parce que ce dernier-là, lui, étant donné qu'il fait des opérations mensuellement et annuellement, ce sont de gros volumes, et que lui n'a pas trop la contrainte de vous mettre la pression pour vous dire vendez à l'international, vendez telle quantité. Vous avez l'âme tranquille et vous pouvez faire vous pouvez, chaque fois que vous avez une vente, le toucher pour que soit il vous fasse une cotation maintenant, ou bien s'il vous donne la grille tarifaire sur la période, lui
simplement l'appeler pour savoir si la grille tarifaire que vous possédez ici pour une expédition que vous avez en vue est toujours en cours et à jour. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les cloches de notification parce qu'en vous abonnant à la chaîne, vous bénéficiez de l'exclusivité de regarder en premier toutes les vidéos en short, toutes les vidéos courtes avant leur diffusion par rapport au commun des vidéos spectateurs. Ciao et à une prochaine fois.